Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des EuroXNS. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter deux petites questions qui ont sans doute été posées en début d'un oral. Donc, c'est des questions qui viennent d'un oral des ENS, mais c'est des questions qui sont étonnamment assez faciles pour un oral de ENS, en tout cas beaucoup plus faciles que la plupart des exos que vous pouvez trouver aux euros de Polytechnique et des ENS. Donc, pour le coup, je vous encourage très vivement à essayer de faire ces questions-là tout seul. C'est des questions qui sont plus facile que la plupart des oraux, donc vraiment accessible sans aide, complètement tout seul. Bon, c'est pas pour autant que c'est des questions pas intelligentes, hein, c'est vraiment des questions qui sont pertinentes à poser, je trouve, et qui témoignent, enfin, qui permettent de juger assez bien de la compréhension qu'a le candidat de son cours sur les polynômes de manière générale, et des polynômes, et même de l'algèbre et de l'analyse de manière générale. Donc c'est des petites questions toutes bêtes qui demandent donc quels sont les polynômes à coefficient complexe qui envoient C dans R. Et de la même manière, quels sont les polynômes à coefficient complexe qui envoient R dans R. Donc deux petites questions très simples à énoncer et dont on va voir que les solutions sont en fait aussi très rapides à exposer. Les deux questions peuvent être traitées en une ou deux lignes et pas plus. Donc voilà, c'est un oral qui est plus facile que d'habitude, ça c'est tout à fait objectif, il y a vraiment pas de débat là-dessus. Il y a beaucoup d'oraux des ENS qui sont beaucoup plus durs que celui-là, dont pas mal que j'ai traité sur la chaîne. Celui-là est nettement en dessous en termes de difficulté que la plupart des oraux que j'ai traités sur la chaîne, mais pour autant il en est pas moins intéressant du tout. C'est une question qui, à mon sens, est vraiment pertinente à se poser. C'est une question qu'on peut se poser naturellement, et c'est une question qui amène à des questions de généralisation un tout petit peu plus poussées, et en fait qui peuvent mener, si on les pousse un peu plus loin, à des exos beaucoup plus durs. Et je vous présenterai un exemple de tel exo peut-être dans une prochaine vidéo, qui découle de ce genre de questions-là, mais poussé un peu plus loin. Voilà, donc pour l'instant on va répondre à ces deux questions. Alors la première, on cherche les polynômes à coefficient complexe qui envoient C dans R. Bon bah ça, sans surprise, ça va être les polynômes constants réels. Hein. Si vous voulez envoyer tout C dans R, il n'y a pas trop moyen de faire autrement que d'envoyer tout C dans un point. Hein, parce que dès que vous essayez d'envoyer, dès que vous prenez un polynôme non constant, faut attendre à ce que P de C, ça prenne beaucoup de place. Et en fait, c'est même surjectif et c'est ce qu'on va montrer. Donc soit P dans C crochet X non constant, alors P vu comme fonction de C dans C est surjectif. Pourquoi c'est vrai ça? C'est juste le théorème de D'Alembert-Gauss en fait. Oui, parce qu'en effet, si Z est dans C, le polynôme P moins Z est non constant. Pourquoi il est non constant? Parce que P est non constant. Okay, donc il s'annule. Par le théorème de D'Alembert-Gauss. P moins Z s'annule. Donc, il existe X dans C tel que P de X moins Z égale 0, c'est-à-dire P de X égale Z. Alors je ne devrais pas écrire un symbole d'implication ici, je vais écrire plutôt d'où P de X égale Z. En particulier, vous avez que I est dans l'image de P, puisque P est surjectif, et donc, dans ce cas-là, P de C ne peut pas être inclus dans R, puisqu'en fait il contient tout C. Ok, donc si le polynôme est non constant, alors c'est mort. Donc, si P est dans C crochet X avec P de C inclus dans R, alors il est constant. P est un polynôme constant, et il est constant réel. Il est constant réel parce que son image est dans R, donc il ne peut pas être constant complexe, il ne peut pas être constant égal à I par exemple. Donc finalement, réciproquement, tous les polynômes constants réels vérifient bien cette condition-là. Donc, pour tout P dans C crochet X, on a équivalence entre les deux propositions P de C inclus dans R et P constant
réel. Donc là, j'en ai rédigé des tartines, hein, mais vous voyez que cette question-là, en fait, elle est vraiment toute bête. Hein. Il s'agit juste de voir que si vous n'êtes pas constant, bah, vous atteignez toutes les valeurs grâce au théorème de Dorn-Bergos, c'est tout. Donc voilà, les seules solutions à ce truc-là, c'est les polynômes constants réels. Alors maintenant, si on regarde la deuxième question, les choses vont se compliquer un tout petit peu parce que cette fois-ci on regarde P de R includant R. Donc là pour le coup on va pas pouvoir appliquer le théorème d'Allen-Bergos qui nous dirait que P serait surjectif parce que bah, évidemment le théorème d'Allen-Bergos il n'est pas vrai dans R. Hein, vous avez des polynômes non constants mais qui ne s'annulent pas sur R. Hein, en particulier par exemple x carré plus 1 et que c'est un polynôme non constant qui ne s'annule pas sur R. Donc ce genre d'argument ne va pas fonctionner aussi bien. On va avoir besoin d'un autre argument. Donc soit P dans C crochets X, tel que P de R inclus dans R. Alors encore une fois, je vous encourage vivement à réfléchir à cette question-là. Donc bon, la première est plus facile que la deuxième. La deuxième, il va falloir un tout petit peu plus d'intuition et peut-être un tout petit peu plus de culture sur les polynômes de manière générale, et par culture j'entends connaître des résultats entre guillemets classiques sur les polynômes. Et là le résultat classique que je vais utiliser, donc mettez pause si vous n'avez pas cherché, et revenez juste après. Et maintenant je donne le gros indice. Le gros indice c'est l'interpolation de Lagrange. Alors il y a d'autres manières de faire ça, j'en ai conscience. Par exemple, vous pouvez dire que les coefficients de P ça va être les dérivés de P en 0 par exemple, et donc ils vont être réels. Je vais passer par autre chose, je vais passer par l'interpolation de Lagrange. Okay. Alors, on note n, le degré de P. Okay. Maintenant, vous savez qu'un polynôme de degré n, vous pouvez le reconstituer à partir de la connaissance de n plus 1 point. Okay. Donc, on considère P de 0, etc. jusqu'à P de n. Donc, ça nous fait n plus une valeur de P. Et on considère Q, le polynôme interpolateur de Lagrange, qui est donné donc par cette chose-là. Donc, la somme pour i variant de 0 à n de P de i fois le produit pour j différent de i et j entre 0 et n. Alors, je manque de place, mais c'est écrit j entre 0 et n ici, et j différent de i de x moins j sur i moins j. C'est bien ça. Ok. Alors, quel est l'intérêt de ce polynôme-là? L'intérêt de ce polynôme, c'est qu'il prend exactement les mêmes valeurs que P au point 0, etc. jusqu'à n. Et c'est ça, un polynôme interpolateur de Lagrange. Donc si vous ne connaissez pas, c'est le bon moment d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc Q est un polynôme interpolateur de Lagrange. Pour P, c'est-à-dire que on n'a que Q de 0. Q de 0, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que si vous prenez un terme i qui est plus grand que 0, et ici vous verrez apparaître le facteur x moins 0, parce que j variera entre 0 et n, différent de i, mais i c'est pas 0, donc tout va bien. Donc dans ce facteur-là, vous aurez un 0. Okay. En revanche, il reste juste le terme en i égale 0, et le terme en i égale 0, vous obtenez p de 0 fois le produit pour j du coup différent de 0, j entre n et 0, de 0 moins j sur 0 moins j, bref, vous obtenez juste p de 0. De la même manière, q de i égale p de i pour tout i entre 0 et n. Et ça, je vous laisse le vérifier. Ça revient juste au fait que ce truc-là, qu'on va appeler li de x, on n'a que li de i égale 1 et li de j égale 0 si j est entre 0 et n, mais différent de i. Voilà, donc ça c'est immédiat à vérifier. Vous voyez que les racines de ce polynôme li sont exactement les j différents de i entre 0 et n, parce qu'on a des x moins j ici, et qu'en i, vous avez produit de i moins j sur i moins j, donc ça fait juste 1. Donc ce polynôme-là, li de x, il vaut 1 si vous prenez i comme argument, et il vaut 0 si vous prenez j comme argument avec j entre 0 et n est différent de i. Donc finalement, vous avez donc que Q de i, c'est la somme pour j égale 0 à n des p
des P de J fois LJ de I, et LJ de I, ça vaudra 1 si et seulement si I égale J et 0 sinon, donc vous obtenez exactement ce que vous voulez. Ok, donc on a bien cette chose-là. Voilà, c'est ça un polynôme interpolateur de Lagrange, c'est à ça que ça sert. Donc évidemment, si vous savez ce que c'est, là je vous apprends rien du tout. Mais maintenant, ce qui va nous permettre de conclure, c'est que le polynôme P-Q s'annule en 0, etc. jusqu'à n. Donc n plus une fois. Et il est de degré inférieur ou égal à n. Bah oui, parce que P il est de degré égal à n, de toute façon. Et Q, bah vous voyez que chaque terme du produit ici, c'est de degré n. Donc vous faites une somme de trucs de degré n, ça vous fait un truc de degré inférieur ou égal à n. Et donc ce polynôme-là s'annule en 0, etc. jusqu'à n, et de degré inférieur à n, bah ça vous impose que P moins Q est le polynôme nul. Et donc finalement P égale Q, et Q, il est dans R crochet X. Pourquoi il est dans R crochet X? Bah, essentiellement parce que ces trucs-là sont dans R. Parce qu'on a supposé que P de R est inclus dans R et les I sont bien dans R. Donc voilà ce qui s'est passé. Et donc finalement, on a que P est dans R crochet X. Et donc, on a prouvé que P de R inclus dans R, ça implique que P est dans R crochet X. La réciproque est claire, hein, si vous avez un polynôme à coefficient réel, alors P de R est inclus dans R. Et donc finalement, vous avez l'équivalence entre les deux. Donc, pour tout P dans C crochet X, on a équivalence entre ces deux propositions-là, ce qui termine l'exercice. Alors vous voyez là, si on reprend un petit peu ce qui s'est passé, en fait, la remarque qu'on a faite ici, c'est que P, on peut le reconstituer explicitement à partir de ses valeurs en n plus 1 point, où n c'est le degré de P. On peut le faire grâce, par exemple, à l'interpolation de Lagrange. Alors il y a d'autres manières de faire l'exercice, notamment on peut essayer de reconstituer P à partir de ses dérivés en 0. Et donc cette fois-ci ce sera la formule de Taylor, mais l'idée reste exactement la même. Les dérivés de P en 0, comme P est une fonction de R dans R, ce sera des réels, et donc les coefficients dans le développement de Taylor de P seront réels pour les mêmes raisons. Voilà, donc quand même, l'intérêt de ce qu'on a fait avec l'interpolation de Lagrange, c'est que c'est un tout petit peu plus robuste que cette formule de Taylor, parce que la formule de Taylor, elle fait intervenir des dérivations. Donc les dérivations, le seul problème avec ça, c'est que pour affirmer que la dérivée de P est réelle, en particulier pour affirmer que la dérivée de P en 0 est réelle, on utilise que P c'est une fonction de R dans R. Donc on peut la voir comme une fonction de R dans R et qu'on peut faire de l'analyse dessus. Le problème de ce fait-là, c'est que ça se généralise pas du tout à des corps où on ne peut pas faire d'analyse, par exemple. Par exemple, dans Q, pour montrer que vous avez exactement le même résultat, vous avez que pour tout P, dans C crochet X, P de Q inclus dans Q, équivalent à P dans Q crochet X. La preuve que j'ai faite s'adapte parfaitement, essentiellement juste parce que Q est un corps, et donc l'interpolation de Lagrange continue à avoir lieu dans Q. Mais en revanche, fonctionner avec une preuve à partir des dérivés en 0, ça marchera pas. Parce que c'est pas parce qu'un polynôme a une image rationnelle, c'est-à-dire prend des valeurs dans Q, que ses dérivés en 0 vont être dans Q. Donc là, cet argument passe beaucoup moins ici. Et en fait, l'argument de l'interpolation de Lagrange, il est très puissant parce qu'il marche sur n'importe quel corps de caractéristiques nulles. Pourquoi j'ai besoin de caractéristiques nulles? Parce qu'ici, vous voyez que je fais une division par un entier. Et donc, si j'étais par exemple dans un corps fini FP, je pourrais pas faire ça. Voilà. Donc, ce truc-là se généralise pas mal. Et après, on peut se poser des questions un peu plus précises. Par exemple, P de R égale R. Donc cette fois-ci, non seulement une inclusion, mais une égalité. Alors là, en réfléchissant un petit peu, et ça je vous laisse le faire, vous pouvez constater que c'est équivalent à P dans R crochet X de degré impair. Ok. Et, beaucoup plus dur, P de Q égale Q. Alors là, pour le coup, on peut pas faire d'analyse, donc les choses vont se compliquer un petit peu, et il y a une condition plus précise que je vous laisse chercher. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des idées de ce truc-là, et je pense que parce que c'est un autre oral, ce truc-là, c'est un autre oral de NS, donc je pense qu'un de ces jours, je ferai une correction sur la chaîne. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais raconter pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.